Allons plonger tête baissée dans une époque où la vie valait moins que le foin qu'elle produisait. Une époque souvent romancée, mais rarement vue à travers les yeux de ceux qui la portaient sur leurs épaules. Nous allons suivre le destin, implacable et lourd, d'une femme paysanne sous le régime féodal, une existence faite de boue, de sueur et de soumission, ici, en France médiévale. Imagine un peu, tu es déjà là. Tu es recroquevillé dans la paille humide, l'odeur âcre de la fumée, des animaux et des corps non lavés t'enveloppent. Tes jeunes poumons respirent cet air épais, et ton premier cri se perd presque dans le bêlement d'une chèvre. C'est l'an 1000 et quelques, et le monde que tu viens d'intégrer ne se soucie pas du tout de tes espoirs ou de tes rêves naissants. C'est une machine lente, agricole, où chaque jour est une lutte non pas pour l'épanouissement, mais pour la simple survie. Tu es né dans un hameau de quelques chaumières, pas loin du château de ton seigneur, le maître des terres sur lesquelles tu es, littéralement, installé. Tu n'es pas libre. Tu es une serve. Ça veut dire que, comme tes parents et leurs parents avant eux, tu es attaché à la terre, ou plutôt à la seigneurie. Tu ne peux pas la quitter sans la permission de ton maître, et si tu t'avises de fuir, tu es traqué comme du gibier. Tu es une partie du paysage, une ressource humaine interchangeable, un peu comme un outil qui se renouvelle tout seul. Tu apprends à marcher sur un sol qui t'appartient moins qu'il n'appartient au baron. Quand tu es enfant, tes petits pieds nus s'habituant de vite à la texture froide et rugueuse de la boue gelée ou de la poussière sèche de l'été. Dès que tu es assez grande pour tenir un seau d'eau sans le renverser, disons 4 ou 5 ans, parce qu'on ne plaisante pas avec l'apprentissage ici, ton rôle commence. Ta mère te traîne dans les champs, te montrant comment désherber, comment ramasser les cailloux qui abîment la charrue, comment écarter les corbeaux qui cherchent à voler les semis. Tu grandis vite, trop vite. Il n'y a pas d'enfance au sens moderne, pas de jouets, pas de temps pour les histoires, à part peut-être les contes sombres que ta grand-mère murmure au coin du feu sur les loups et les esprits malins. Tes jeux sont des imitations du travail des adultes. Faire semblant de traire la vache, de pétrir le pain quand il y en a, de surveiller les oies. À 8 ans, tu travailles déjà aussi dur qu'un homme de 50 ans aujourd'hui, sans les pauses café ni l'assurance maladie. C'est le prix à payer pour manger, et même là, ce n'est pas garanti. La base de ton régime, c'est le pain de seigle noir et dur, les fèves, les pois et la soupe de choux. Un morceau de lard, c'est Noël. Tu constates très tôt la différence sociale. Le château est là, à l'horizon, massif et menaçant. Tu le vois quand tu te rends à la rivière. Ses pierres sont grises et ses tours sont hautes, contrastant brutalement avec la simplicité de la tienne, faite de torchis et de chaume. Tu sais que là-haut, on mange du pain blanc, de la viande rôtie et que les femmes portent des couleurs vives. Ici, la seule couleur que tu vois, c'est le brun de la terre, le gris de la misère, et le beige-gris des vêtements de bure que tu portes, fait de la laine la plus grossière. Il faut savoir que, historiquement parlant, la réalité de la vie paysanne était extrêmement hétérogène, dépendant fortement de la région et de la période. Mais pour la majorité des serfs comme toi, une mainstream historical fact est que vous deviez effectuer la corvée, c'est-à-dire un travail obligatoire, non rémunéré, sur les terres réservées aux seigneurs, la réserve, plusieurs jours par semaine, surtout au moment des moissons ou des labours. C'était la priorité absolue, avant même tes propres champs. C'est un peu comme si ton patron aujourd'hui t'obligeait à travailler gratuitement pour lui 3 jours par semaine, et que le reste du temps, tu pouvais juste espérer gagner assez d'argent
pour ne pas mourir de faim. Dès ton plus jeune âge, tu entends parler de la taille, l'impôt arbitraire que le Seigneur prélève à sa guise, et du cens, le loyer fixe pour le droit d'occuper ta parcelle de terre, et du champard, une partie de ta récolte, souvent un dixième, mais ça pouvait varier, évidemment, que tu devais lui remettre. Les taxes, toujours les taxes. Les Français n'ont pas inventé le concept des impôts, mais disons qu'ils l'ont peaufiné à cette époque. C'est l'un des plaisirs étranges de la vie médiévale. Tu es à la fois propriétaire de rien et responsable de tout payer. Il y a une quirky or fringe tidbit que tu apprends aussi. Dans certaines régions, les seigneurs utilisaient des pierres de taille spéciale pour marquer les limites de leur propriété. Parfois avec des symboles païens dissimulés pour effrayer les paysans superstitieux qui auraient bien voulu les déplacer. Tu touches ces pierres avec respect, mais aussi avec une terreur sourde. Ce monde est rempli de règles invisibles et de puissances surnaturelles, et le Seigneur lui-même est perçu comme une force de la nature, aussi imprévisible qu'une tempête de grêle. Ton père, un homme solide aux mains calleuses, te dit un jour en te montrant un champ de blé : « N'oublie jamais, ma fille, le Seigneur prend la part du lion, et nous, on ramasse ce qui reste. C'est la loi de ce monde. » Il te le dit sans colère, juste avec la résignation que confère l'habitude. Ce n'est pas une injustice, c'est juste la vie. Les journées s'allongent, les saisons changent, mais ton statut de serve, lui, ne bouge pas. Tu as beau travailler, tu n'accumules rien. C'est la seule façon de garantir l'ordre social. Historien, je te dirais, historians still argue whether le servage médiéval était purement une continuation de l'esclavage antique ou s'il représentait un système de dépendance économique et sociale nouveau, spécifiquement lié à l'effondrement de l'autorité centrale. Mais pour toi, qu'est-ce que ça change? Le joug est là. Tu te penches à nouveau au-dessus de la terre froide, retirant une mauvaise herbe tenace. Tu te redresses un instant, t'étires le dos qui te lance déjà, et tu regardes le soleil se coucher derrière les bois. Tes mains sont crevassées et tes ongles sont noirs de terre. Ce n'est que le début. Tu ne le sais pas encore, mais tu as de la chance si tu as survécu à la première décennie, car tu ne survivras probablement pas à la quarantaine. So, before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe, but only if you genuinely enjoy what I do here. Dis-moi où tu es et quelle heure il est. Now dim the lights, maybe turn on a fan for that soft background hum, and let's ease into tonight's journey together. Le froid de la nuit s'installe. Tu rentres à la chaumière. C'est l'enfance servile, dure réalité médiévale. Le soleil se lève, et avec lui, le poids de la journée. Tu as atteint l'âge où tu es considéré comme une main-d'œuvre à part entière. Tu as 12 ou 13 ans. Tes petites joies volées sont rares et fugaces, comme des lucioles dans l'obscurité. Tu te souviens de ce jour où, en allant chercher de l'eau à la source, tu as trouvé un nid de petits oiseaux, si fragiles, si bleus. Un instant de pure contemplation, vite brisé par la voix de ta mère t'appelant à la hâte. La beauté n'est pas un luxe que tu peux te permettre d'apprécier longtemps. La nature est avant tout une ressource, un obstacle ou une menace. Surtout les loups, on n'est jamais très serein à l'idée des loups. Pas un lieu de détente. Tes corvées, elles, sont sans fin. Elles se glissent entre les travaux des champs. Il faut filer la laine pendant les longues soirées d'hiver, souvent à la lueur d'une lampe à graisse de suif qui sent mauvais. Il faut réparer les vêtements grossiers, ces tuniques de bure qui se déchirent au moindre accroc contre une haie d'épines.
Il faut maintenir le feu sans gaspiller le bois, une ressource vitale qui, ironiquement, appartient au Seigneur. Tu te souviens du vol de bois? On y reviendra, c'est important. Une quirky or fringe tidbit. Dans ton village, on raconte que pour que le feu prenne bien, il faut jeter une poignée de cendres du foyer d'une personne qui a une bonne renommée. C'est une superstition de rien du tout, mais ces petits rituels sont ta seule façon d'essayer d'influencer un monde où tu n'as, en réalité, aucun contrôle. La magie est dans l'ordinaire. Un jour, alors que tu es au bord de l'épuisement après avoir pilé du grain pendant des heures, ton ami d'enfance, Gaultier, te fait une blague. Il te jette de la boue sur le nez et s'enfuit en riant. C'est le plus beau rire que tu aies entendu depuis des mois, cette petite étincelle de légèreté. Oui, les médiévaux avaient aussi un sens de l'humour, même si leurs farces étaient probablement beaucoup moins hygiéniques que les nôtres. Tu apprends les coutumes seigneuriales de la manière la plus amère qui soit. Le droit de gîte, par exemple. Le seigneur et sa suite peuvent s'arrêter chez vous pour la nuit et tu dois les nourrir et les loger, même si cela vide tes réserves si durement amassées. Une sorte de Airbnb forcé, sans les 5 étoiles. Ou, plus insidieuse encore, le droit de mouture. Tu ne peux pas moudre ton grain toi-même avec une petite meule à main, ce qui serait beaucoup plus pratique, parce que le Seigneur possède le moulin banal et t'oblige à l'utiliser. Et bien sûr, tu paies en nature pour ce service, en prélevant une partie de la farine. C'est la même chose pour le four. C'est la rente économique du Seigneur. Mais pour toi, ce n'est qu'une file d'attente interminable et une déduction sur la maigre nourriture que tu auras à la fin. Un mainstream historical fact ici. La dépendance des paysans par rapport au moulin. Four et pressoir banals, appelés les banalités, étaient un pilier essentiel du système seigneurial. Ces monopoles technologiques garantissaient aux seigneurs une source de revenus stable, tout en maintenant les serfs dans un état de dépendance pratique, les empêchant d'être autonomes. Ce n'était pas juste pour le profit, c'était pour le contrôle. Tu sens la tension monter autour de toi, bien que tu ne puisses pas vraiment l'articuler. Les paysans se plaignent toujours. C'est la nature de la vie de paysan. Mais parfois, la frustration se transforme en quelque chose de plus dangereux. Tu as entendu ton père marmonner que le droit de main morte était insupportable. Qu'est-ce que c'est, la main morte? C'est le droit du Seigneur de s'emparer des biens de ses serfs à leur mort, s'ils n'ont pas d'héritier direct vivant avec eux. Si tes parents meurent et que tu as quitté la maison, le Seigneur peut tout prendre. En réalité, ce droit poussait souvent les familles à payer une taxe, l'indemnité de main morte, pour pouvoir conserver les biens. Une sorte de taxe successorale qui, si tu as la malchance d'être serf, est tout à fait excessive. Tu te rappelles avoir demandé à ta mère pourquoi on ne pouvait pas simplement tout planter et tout garder. Elle t'a regardé avec une lassitude qui te fait encore mal au cœur, ce mélange de résignation et de sagesse paysanne. Parce que sans le Seigneur, il y aurait les brigands, la guerre, la faim. Il assure l'ordre. Et il a les armes, t'a-t-elle répondu, résumant tout le contrat féodal en quelques mots. Tu te rends compte que le Seigneur ne te protège pas parce qu'il t'aime bien, mais parce que tu es sa principale source de richesse. Si tu es attaqué, c'est son capital qu'on touche. C'est un peu comme protéger une machine à sous, il faut qu'elle continue de cracher des pièces. Historien, je dois te dire, historians still argue whether les seigneurs médiévaux offraient vraiment une protection suffisante en échange des lourdes charges pesant sur leurs serfs, ou si cette protection n'était qu'un prétexte idéologique
pour légitimer une oppression économique. Mais pour toi, dans la boue, cette question est purement académique. Tu es à la merci de l'épée du Seigneur et de la pluie du ciel. Les deux peuvent te détruire. Tu grandis avec cette fatalité dans le sang. Le travail n'est pas une vertu, c'est une nécessité. Une nécessité qui ne t'apporte aucune richesse, mais te maintient juste au bord de l'abîme. Le temps s'écoule, comme l'eau sale qui s'infiltre dans le toit de chaume par un jour de pluie. Tu es forte, tu es endurcie, mais tu as déjà la sagesse silencieuse d'une femme âgée. Ton corps, bientôt, sera considéré comme un outil de reproduction pour le Seigneur et ta famille. C'est le prix de ton existence. Tu n'as pas le temps de t'attarder sur les petits plaisirs volés, car ton statut de femme, c'est aussi ta valeur reproductive. Tes parents, soucieux d'assurer la survie de la famille et, soyons honnêtes, de minimiser le fardeau des bouches à nourrir à la maison, commencent à organiser ton avenir. Un avenir qui, tu le sais, est déjà écrit. Un mariage arrangé, l'alliance de la survie. Tu as à peine 15 ans, peut-être 16. On n'a pas le temps de niaiser. Ton futur époux, c'est Eudes. Il est paysan. Lui aussi serve sur cette même terre. Il a une douzaine d'années de plus que toi, déjà une gueule burinée par le soleil et les hivers. Ses mains sont des outils, aussi larges et durs que la pierre. Tu ne l'aimes pas, tu ne le détestes pas non plus. L'amour est un concept que tu as très peu de temps d'examiner. C'est le luxe des seigneurs. Eudes représente une parcelle de terre, la sienne et celle de son père, à laquelle la tienne va s'ajouter, et une force de travail supplémentaire pour vous deux. C'est purement économique, une fusion d'entreprises agricoles à micro-échelle. Le mariage a lieu dans l'église du village, petite et froide, le sol en terre battue. Le curé marmonne des mots que tu ne comprends qu'à moitié, mais tu saisis l'essentiel. Tu es désormais lié. La vraie complication arrive avec les coutumes seigneuriales liées au mariage, notamment le fort mariage. Tu ne peux pas épouser un homme d'une autre seigneurie sans payer une taxe exorbitante à ton seigneur. C'est une façon d'empêcher que la force de travail qu'il possède, toi, ne quitte son domaine. Heureusement, Eudes est du cru. Moins de paperasse, plus de corvée. Oui, c'est une blague facile, mais c'est l'un des rares moments où le serf se félicite de sa propre misère. Au moins, c'est local. Le jour de ton mariage, le seigneur, ou plutôt son intendant, vient collecter les taxes. Il y a le cens et toutes les petites dîmes habituelles, mais il y a aussi, potentiellement, l'ombre du droit de cuissage. Ah, le fameux droit de cuissage, une quirky or fringe tidbit que l'on doit évoquer. Est-ce que le Seigneur couchait vraiment avec toutes les jeunes mariées? Historians still argue whether le droit de cuissage était une pratique réellement exercée sous sa forme sexuelle ou s'il s'agissait principalement d'une taxe symbolique, une redevance monétaire versée par le marié pour racheter cette nuit. Pour toi, c'est une menace très réelle, une humiliation potentielle suspendue au-dessus de ta tête. Ton père paie ce qu'il peut, et Eudes serre les dents et aligne le peu qu'il a épargné. La transaction est conclue. Le Seigneur exerce son pouvoir même sur ta chair. C'est l'ultime expression de l'oppression féodale. Il possède tout, même la possibilité de ta jouissance ou non-jouissance conjugale. Ton nouveau foyer est une chaumière simple, faite de torchis et de bois, souvent partagée avec une ou deux chèvres, et bien sûr, les puces. L'intimité est un concept absent. Il n'y a qu'une seule pièce,
remplis de fumée, car la cheminée n'évacue jamais correctement. C'est un peu comme vivre dans un barbecue permanent, mais sans la bonne odeur de viande. Ton rôle change. Tu n'es plus l'aide de ta mère. Tu es la gardienne du foyer et la productrice de la prochaine génération de cerfs. Ton travail devient double. Tu dois continuer à t'occuper des champs de la réserve du Seigneur, la corvée, t'occuper de vos propres tenures, la terre concédée par le Seigneur, et en plus, gérer la maison, les animaux, la cuisine. Un mainstream historical fact ici. La charge de travail des femmes paysannes sous le féodalisme était considérablement plus lourde et plus diversifiée que celle des hommes. Pendant que les hommes se concentraient sur le labour lourd, les femmes géraient le jardin potager, l'élevage des petits animaux, la production textile, filage, tissage, la préparation et la conservation de la nourriture, et crucialement, l'approvisionnement en eau et en bois de chauffage. Le foyer rural était une petite usine, et tu en es la chef d'orchestre. La première année de mariage passe à la vitesse de l'éclair, un tourbillon d'épuisement. Tu apprends à connaître Eudes, non pas dans une effusion romantique, mais dans le travail silencieux côte à côte. Il est bon dans les champs, il a de la poigne, et il ne boit pas trop de la maigre cervoise que vous arrivez à brasser. C'est le maximum que tu puisses exiger. Ton corps s'habitue à la brutalité du labeur. Tu tranches l'herbe avec ta faucille, tu sèmes le grain en marchant derrière la charrue tirée par les bœufs. Tu bats le linge au lavoir par un froid mordant. Le travail au champ est ton quotidien, une ligne ininterrompue de tâches répétitives et physiques. Tu comprends que cette alliance de la survie n'est pas un conte de fées, mais une forteresse de misère. Chaque couplet de ta vie est une note de travail. Mais tu as un espoir, infime. L'idée qu'en travaillant ensemble, vous pourriez peut-être, juste peut-être, amasser suffisamment de grains pour traverser le prochain hiver sans être obligé de quémander une aide humiliante au Seigneur. Le mariage est un contrat, et dans ton monde, ce contrat est signé dans la boue. Ta vie conjugale ne change rien à la dureté de l'existence. Elle ne fait qu'organiser la misère. Maintenant, tu partages la charge avec Eudes, mais aussi les obligations féodales. Ton quotidien est une danse épuisante entre la terre seigneuriale et ta propre petite parcelle. C'est la corvée qui dicte le rythme de tes journées. 3 jours par semaine, parfois plus, si le Seigneur en décide ainsi, tu dois travailler sur la réserve de la seigneurie. La terre du Seigneur est prioritaire. Toujours. Peu importe si tes propres fèves pourrissent sur pied ou si tes semis sont envahis par les mauvaises herbes, le blé du maître doit être semé, sarclé et récolté impeccablement. Tu t'y rends, ta houe à l'épaule, marchant sous le regard de l'intendant, l'homme de confiance du Seigneur. Il s'appelle Thibaut, un petit homme sec et méchant qui prend plaisir à te presser. Ces jours de corvée sont les plus durs. Non seulement tu ne gagnes rien, c'est le paiement de ton droit d'exister sur cette terre. Mais en plus, le travail est surveillé et souvent plus épuisant. C'est le prix à payer pour ne pas être un esclave. Mais en y réfléchissant bien, la ligne est mince, n'est-ce pas? La seule différence est que tu ne peux pas être vendu individuellement, mais seulement avec la terre. Une petite blague, c'est un peu comme un forfait tout inclus, où la seule chose incluse est le travail gratuit, et la seule chose exclue est la liberté. Un mainstream historical fact, ici. La corvée variait considérablement d'une région à l'autre, mais elle pouvait représenter jusqu'à 1/3 du temps de travail effectif du paysan. Son déclin progressif dans certaines régions fut l'un des premiers signes
d'une transition vers une économie plus monétarisée, où les seigneurs préféraient n'en percevoir des rentes en argent plutôt qu'en travail. Mais ce n'est pas ton cas. Tu es en plein Moyen-Âge classique et ta sueur est la monnaie. En plus de la corvée des champs, tu dois t'acquitter des banalités, ces monopoles que le seigneur détient et t'oblige à utiliser. Le plus agaçant, c'est le passage au four banal. Tu as pétri la pâte chez toi avec ta farine et tu dois maintenant te joindre à la queue interminable devant le four en pierre. Le four, c'est l'endroit où tu vas aussi entendre les dernières nouvelles, les commérages et les plaintes. C'est une sorte de Twitter médiéval. L'odeur du pain chaud est la seule chose agréable de cette corvée. Mais le plaisir est de courte durée. Quand vient ton tour, le boulanger, qui travaille pour le Seigneur, bien sûr, prélève sa taxe, une miche pour quelques-unes que tu as apportées, une quirky or fringe tidbit. Dans certaines communautés, pour s'assurer que les paysans n'utilisent pas leur propre four de manière clandestine, les seigneurs imposaient des amendes pour fours illicites ou organisaient des inspections surprises. Il arrivait même qu'ils envoient leurs sergents détruire les petits fours domestiques. C'est un peu extrême, mais ça montre bien à quel point le contrôle du processus de production était essentiel pour la rente seigneuriale. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas juste cuire ton pain tranquillement chez toi. Tu penses souvent à ta mère et aux conseils qu'elle t'a donnés sur la gestion des maigres ressources. Il faut toujours garder un peu de grain en réserve, cacher quelques œufs, ne jamais montrer au Seigneur ou à Thibaut que vous avez une récolte exceptionnelle, car il trouvera toujours un moyen de prélever un peu plus. On appelle ça la stratégie de subsistance. C'est là que l'Église, elle aussi, vient se servir. Tu te souviens du prêtre qui te rappelle la nécessité de la dîme, un impôt de l'Église prélevé sur les produits de la terre. C'est en général le 10e de tes récoltes, d'où son nom. C'est un prélèvement qui s'ajoute à tous les autres. Tu donnes au Seigneur, tu donnes à l'Église. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu regardes Eudes labourer, son dos courbé, le joug sur les bœufs aussi lourd que le joug sur vous. Un jour, alors qu'il peste contre la terre trop caillouteuse sur la réserve, il lâche un juron particulièrement cru à propos de Thibaut. Tu te précipites pour lui boucher la bouche, le cœur battant. Le mur a des oreilles, et si on rapporte ces paroles à l'intendant, la punition sera immédiate et disproportionnée. L'ordre social repose sur la soumission, et la moindre résistance est écrasée. Tu t'interroges en silence, ce qui est la seule forme de protestation permise dans ton monde. À quoi sert tout ce travail? À peine à survivre, à peine à rembourser les taxes. La seule chose que tu accumules, c'est l'épuisement. Historien, je te dirais que historians still argue whether les paysans développaient de véritables formes de solidarité communautaire pour faire face à l'oppression seigneuriale, ou si les pressions de la survie et la jalousie limitaient cette entraide à de petits cercles familiaux. Toi, tu sais que l'entraide existe, mais elle est fragile, toujours menacée par la peur et la compétition pour les maigres ressources. Alors que tu rentres du four, les miches encore chaudes sous ton bras, tu entends le chant monotone des litanies de l'Église. La foi est la seule chose qui te promet une récompense dans une autre vie, car celle-ci est un châtiment permanent. Le poids du four banal et des corvées, c'est l'essence même de ton existence de serve. Le mariage est un appel à la production, non seulement de blé, mais d'enfants. L'une des premières choses qu'Eudes et toi devez faire, c'est de vous acquitter de votre devoir envers la famille et, accessoirement,
envers le Seigneur, qui voit en chaque nouveau-né un futur cerf. Tu es jeune, forte, et la nature fait son œuvre. Très vite, tu enchaînes les grossesses. Les grossesses ne sont pas des moments de repos. Tu continues à travailler au champ jusqu'à ce que tu ne puisses littéralement plus marcher droit. On n'a pas de congé maternité médiéval. La douleur du dos est constante. La faim est une compagne tenace, car il faut partager la nourriture avec le bébé qui grandit à l'intérieur de toi. Tu t'allonges sur la paille la nuit, essayant de calmer les coups de pied du bébé tout en repensant à la quantité de travail qu'il te reste à accomplir le lendemain. Le premier accouchement se passe dans la chaumière, dans la fumée et l'humidité, aidé par ta mère ou la sage-femme du village, si elle est disponible. C'est un moment de terreur brute. La douleur est telle que tu crois que ton corps va se déchirer. Tu serres la main d'Eudes, qui est là, impuissant, ne pouvant que regarder. Le monde paysan a peu de place pour la douceur. Ton premier enfant, un garçon, naît et c'est un moment de joie intense, mais fragile. Tu le nommes Pierre. Mais tu sais, au fond de toi, que la vraie épreuve commence maintenant. L'allaitement et la reprise immédiate du travail au champ vont t'épuiser. Le bébé, enveloppé dans des langes grossiers, est souvent laissé sous la surveillance de sa grand-mère ou d'une sœur un peu plus âgée, s'il y en a. Hélas, tu vas vite faire face à la terrible réalité de la mortalité infantile. Sur les 6 ou 7 enfants que tu vas mettre au monde au fil des ans, la moitié, ou peut-être plus, succombera aux maladies. C'est la norme, pas l'exception. Tu accouches d'une petite fille après Pierre, que tu appelles Marguerite. Elle est faible dès la naissance. Elle ne passera pas le premier hiver. Une fièvre ou une diarrhée, on appelait ça le flux, l'emporte. Tu ne comprends pas pourquoi. Est-ce la volonté de Dieu? Un châtiment? Un mainstream historical fact ici, dans l'Europe médiévale, et plus particulièrement dans les milieux paysans, on estime que la mortalité infantile, enfants mourant avant l'âge de 1 an, et la mortalité juvénile, enfants mourant avant l'âge de 5 ans, atteignaient des sommets effrayants, souvent bien au-delà de 50%. C'était principalement dû aux carences alimentaires, aux conditions d'hygiène déplorables, pas de connaissances sur les germes, évidemment, et aux maladies infectieuses qui se propageaient facilement dans la promiscuité des chaumières et des villages. Chaque perte est une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Tu ne t'autorises pas à t'effondrer, il le faut. Tu ne peux pas te permettre ce luxe. Le corps d'enfant est enveloppé dans un linceul de lin et enterré rapidement dans la petite terre consacrée près de l'église. C'est un deuil rapide, silencieux, vite submergé par le prochain labour à faire. Eudes ne parle pas beaucoup de la perte, il se contente de travailler encore plus durement, transformant sa peine en effort physique. Tu as beau te soigner avec les herbes que tu connais, prier les saints et faire des offrandes minimales à l'église, rien n'y fait. La maladie est partout. Le manque de sommeil et les carences alimentaires sapent ton propre système immunitaire. Tu es toi-même souvent malade, mais tu continues à avancer. Tu apprends une quirky or fringe tidbit. Pour éviter le mauvais œil sur tes enfants, tu tentes de les habiller avec des vêtements usés ou sales. Une stratégie pour donner l'impression aux esprits malins que l'enfant n'a aucune valeur et qu'il ne vaut pas la peine d'être enlevé ou maudit. C'est une superstition à la fois touchante et pathétique. C'est un peu l'inverse de nos influenceurs modernes qui veulent te montrer le bébé parfait. Là, on essaie de le faire passer pour un flop pour que la nature le laisse tranquille. Tu donnes naissance à d'autres enfants,
Un autre garçon, Simon, qui, Dieu merci, semble plus robuste. Une autre fille, Héloïse. Chacun de ces enfants est une nouvelle bouée de sauvetage pour votre petite famille, une assurance contre la vieillesse et le manque de main-d'œuvre future. C'est l'objectif de ta vie de femme. Assurer le renouvellement, la continuité. Historians still argue whether le taux de natalité était intentionnellement élevé par les paysans pour compenser la forte mortalité, ou si c'était simplement le résultat de l'absence de moyens de contraception efficaces et de la nécessité de produire de la main-d'œuvre pour la survie économique. Pour toi, c'est l'instinct de survie qui dicte le rythme. Tu sais que chaque enfant qui survit est une force supplémentaire dans les champs dans une décennie, un soutien quand tes forces t'abandonneront. Tu t'arrêtes un instant au bord du champ, le ventre à nouveau arrondi. Tu regardes Pierre, ton aîné, qui court après un cochon échappé. Il a survécu. Il est grand et fort. Tu te promets de le protéger coûte que coûte. Ce sont ces petites victoires, ces survivants, qui te donnent la force de continuer à te lever chaque matin et de faire face à la terre. La terre est ton bourreau, mais l'Église est ton maître spirituel, et elle aussi vient prélever sa part. Tes grossesses et la survie de tes enfants t'ont rappelé la fragilité de la vie et le besoin d'un espoir au-delà de ce monde boueux. C'est là que l'ombre de l'Église sur la dîme se fait sentir. Tu te rends régulièrement à la petite église du village, une bâtisse de pierre moins imposante que le château, mais tout aussi cruciale. Le curé, le père Anselme, est un homme austère qui parle du ciel comme d'un château inaccessible pour ceux qui n'ont pas une foi impeccable. Il te rappelle sans cesse l'importance de l'obéissance et de la soumission à l'ordre établi, qui est, selon lui, la volonté de Dieu. C'est la seule institution qui, en théorie, t'offre un certain réconfort spirituel, mais ce réconfort est souvent aussi mince que ta soupe de choux. Le père Anselme ne prêche pas l'égalité. Il te martèle l'idée des 3 ordres de la société féodale. Ceux qui prient, orator, ceux qui combattent, bellator, et ceux qui travaillent, laborator. Tu es dans la 3e catégorie et ton destin est de servir les 2 autres. C'est simple, c'est divin et ça légitime l'oppression. C'est une façon très efficace de t'empêcher de te rebeller, car se rebeller contre le Seigneur, c'est se rebeller contre Dieu, n'est-ce pas? L'Église ne se contente pas de ta foi, elle réclame aussi ta richesse, ou du moins ce qui en tient lieu. C'est la dîme. Tu te souviens, cet impôt de l'Église prélevé sur les produits de la terre. C'est traditionnellement le 10e de ta récolte brute, ce qui est énorme après que le Seigneur a déjà pris sa part, le champ-part. Quand vient le moment de la moisson, après la taille et le sens pour le Seigneur, tu dois mettre de côté un tas de grains pour l'Église. C'est l'un des moments où ton cœur se serre le plus, car tu sais que ce 10e pourrait faire la différence entre la survie et la famine pour ta famille. Un mainstream historical fact ici. La dîme était l'un des revenus les plus stables et les plus importants de l'Église médiévale. Théoriquement destinée à l'entretien du clergé, au soutien des pauvres et à l'entretien de l'Église, elle était souvent détournée ou accaparée par les évêques ou les abbayes, devenant une source de richesse et de pouvoir pour l'institution. C'est un prélèvement lourd, incontournable et moralement imposé. Le curé te parle souvent des saints, en particulier de Sainte Geneviève, patronne de Paris, et de Saint Isidore le laboureur, qui, disait-on, voyait les anges l'aider à labourer. Ces histoires sont censées t'inspirer, te donner le courage d'accepter ton sort.
mais tu ne vois pas beaucoup d'anges t'aider à porter les lourds seaux d'eau. Si un ange passait par là, tu lui demanderais probablement une journée de congé et une bonne douche. Il y a une quirky or fringe tidbit que tu as remarqué dans le comportement du prêtre et de l'Église. Bien que l'Église prêche la charité, elle se montre particulièrement stricte et souvent cupide. Les paysans, y compris Eudes, se plaignent du prêtre qui insiste pour être payé pour les sacrements, pour un mariage, même si tu as déjà payé le Seigneur pour le fort mariage, pour le baptême de tes enfants, et même pour les funérailles. C'est le droit de l'offrande, et c'est une pression psychologique et économique supplémentaire. On dit que le salut a un prix. Tu te rappelles avoir apporté un petit cochon malade à l'église pour qu'il soit béni? Une tradition locale pour éloigner la maladie du cheptel. Le père Anselme a bien voulu le faire, mais il a ensuite regardé Eudes avec insistance jusqu'à ce qu'il laisse un petit paquet de fèves séchées à l'autel. La grâce n'est jamais gratuite. Historians still argue whether l'Église médiévale agissait comme un véritable contre-pouvoir modérateur face à la brutalité des seigneurs locaux, ou si elle était, elle aussi, une force d'exploitation économique, utilisant sa légitimité spirituelle pour consolider le système féodal. Pour toi, c'est juste un autre percepteur. Un percepteur qui te promet un siège au ciel si tu supportes la misère d'ici-bas sans trop te plaindre. Cependant, l'Église est le seul lieu où tu peux te réunir avec d'autres villageois sans être surveillé par l'intendant du Seigneur. Les fêtes religieuses, les jours chômés, qui sont rares mais précieux, sont les seuls moments de vrai répit où la communauté peut partager une maigre cervoise et quelques rires. Ces moments-là sont les seuls rayons de soleil. Mais même dans ces moments, la faim est toujours là, nichée dans un coin de ton estomac. Tu te dis que si la charité était vraiment divine, le curé ne laisserait pas les enfants du village mourir de faim. Tu te remets au travail, tes prières silencieuses n'apportent que peu de calories. Après des années passées à travailler la terre, à procréer et à payer, tu as une chance rare, l'occasion de te rendre au marché de la ville voisine, une brève évasion de la boue de ton village. Ce n'est pas un voyage d'agrément, c'est le commerce qui t'y oblige. Toi et Eudes avez réussi à mettre de côté quelques surplus, peut-être des œufs, des fromages de chèvre, ou un peu de toile filée durant les longues soirées d'hiver. Il faut les vendre pour obtenir cet objet magique que vous ne pouvez pas produire, l'argent. L'argent est nécessaire pour payer certaines taxes du Seigneur qui ne sont plus acceptées en nature, et pour acheter des outils en métal ou du sel, cette denrée vitale. Le voyage est long. Tu t'en vas à pied, portant un panier lourd sur ta tête, balancé par le mouvement de tes hanches. Eudes marche à côté de toi, la mine sombre, armé d'un bâton noueux. La route est dangereuse. Il ne faut pas s'y tromper. Si le Seigneur vous protège sur ces terres, en théorie, les forêts et les chemins sont remplis de brigands et d'hommes d'armes sans maître, toujours prêts à dépouiller de pauvres paysans. C'est pourquoi, d'ailleurs, un mainstream historical fact est que de nombreux seigneurs médiévaux offraient des sauvegardes ou des escortes armées pour garantir la sécurité des chemins menant aux foires, car la circulation des biens était dans l'intérêt de tous, eux les premiers. Tu as confiance dans le fait que ton seigneur n'aimerait pas que son capital, tes maigres produits, soit volé. L'arrivée en ville est un choc sensoriel. Le marché est un chaos organisé, un maelstrom de bruit, d'odeurs et de couleurs que tu ne vois jamais au village. L'odeur de la ville est d'abord insupportable, un mélange de sueur,
d'eaux usées jetées directement dans la rue, d'épices rares et d'urine de cheval. Mais tu es fasciné. Tu vois des gens d'une condition que tu ne connais pas, des artisans qui travaillent en le cuir, des orfèvres qui manipulent cet or que tu ne verras jamais, des bourgeois bien vêtus. Ces gens sont libres, ils ne sont pas serfs. La charte de la ville leur a conféré des franchises qui les dispensent des lourdes obligations que tu connais. C'est là que l'idée d'une vie différente commence à germer dans un coin de ton esprit. Tu installes ta marchandise sur une natte crasseuse. Le marchandage est brutal. Les prix sont dictés par l'offre et la demande, mais aussi par l'avidité des halles et des petits changeurs. Tu dois te battre pour chaque denier, car tu sais la valeur du travail qui se cache derrière chaque œuf et chaque centimètre de toile. Tu dois aussi faire attention aux faux poids et aux mesures truquées. Pendant que tu attends, tu observes une quirky or fringe tidbit. Une femme de la ville porte des souliers à poulaine, ses chaussures à bout pointu si ridicules et longues qu'elles rendent la marche pratiquement impossible. C'est l'ultime signe de richesse et de vanité. Tu regardes tes propres pieds, larges et abîmés, et tu te dis que pour tout l'or du monde, tu ne mettrais jamais de telles entraves. Si tu avais ça dans les champs, tu serais morte au premier labour. Non merci, la mode. Tu entends des nouvelles du vaste monde. On parle des croisades. Il paraît que le pape en appelle une autre, mais franchement, à quoi bon? Du roi lointain, qui ne connaît même pas ton existence, et de la peste qui sévit dans des régions lointaines. Ce marché, c'est ta fenêtre sur l'extérieur. C'est la première fois que tu as l'impression que ton monde n'est pas confiné aux limites de la seigneurie. Tu rencontres d'autres paysans, d'autres domaines. Tu entends leurs plaintes. Leurs seigneurs sont-ils plus ou moins cruels? Leurs terres sont-elles plus ou moins fertiles? C'est une comparaison constante qui te rappelle que la misère est partagée, mais qu'elle n'est pas uniforme. Historians still argue whether le développement des foires et des marchés au Moyen Âge a conduit à une véritable amélioration de la condition paysanne en offrant des opportunités d'échange et de mobilité sociale, ou s'il a surtout bénéficié aux marchands et aux seigneurs qui taxaient ces échanges. Pour toi, c'est l'espoir d'un peu de sel et d'une pièce de métal pour réparer la charrue qui compte. Tu réussis à vendre tes produits et à acheter les nécessités. Le retour est plus rapide, allégé des marchandises, mais alourdi par la faim et la fatigue. Quand tu repasses le pont qui mène au domaine de ton seigneur, tu sens le joug se refermer. Le bruit des sabots, le chaos des voies, l'odeur des épices de la ville se sont tus. Tu retournes à l'odeur familière de la fumée de bois et du fumier. L'évasion est finie. Le retour du marché t'a ramené au village, mais la réalité de la vie de serf s'est intensifiée. L'année qui suit ton voyage, la météo se déchaîne contre toi. Le printemps est trop pluvieux, empêchant les semis de bien prendre. L'été est trop sec, brûlant ce qui a survécu. C'est la calamité que redoutent tous les paysans, une mauvaise récolte. Très vite, la faim s'installe. Ce n'est pas une faim passagère, c'est la faim qui ronge les entrailles, qui affaiblit les corps et engourdit les esprits. Les réserves de l'année précédente sont épuisées, et il n'y a presque rien à récolter sur les champs. Tu essaies de glaner les épis oubliés, de ramasser les glands dans les bois, de chasser les moindres rongeurs, mais il n'y a plus rien. La situation s'appelle la famine, et elle frappe le village avec une cruauté indicible. Les visages des enfants sont tirés, leurs ventres sont gonflés par le manque de nourriture, et leurs corps sont faibles, proie facile pour la maladie. Tes propres forces t'abandonnent.
Tu te lèves le matin avec des vertiges et tu t'évanouis presque en portant l'eau. C'est un régime de perte de poids que personne ne recommanderait, je vous le garantis. Et que fait le Seigneur pendant ce temps? Le Seigneur, retranché dans son château bien fourni, n'est pas solidaire. Il n'allège pas les charges. Il ne renonce pas à sa part. Au contraire, il est impitoyable. La famine frappe aussi sa réserve, mais il a accumulé des stocks. Son intendant, Thibaut, exige la taille et le champard comme si de rien n'était. Tu as beau lui montrer la maigre botte de paille qui représente ta récolte, il te menace d'amende et de saisie. Un mainstream historical fact ici. Les périodes de famine étaient récurrentes au Moyen Âge, causées par le manque de techniques agricoles efficaces, pas d'engrais chimiques, outils rudimentaires, dépendance climatique et la pression démographique. La famine créait des tensions sociales extrêmes, car les paysans accusèrent souvent les seigneurs et l'Église d'accaparer les réserves de céréales dans leurs greniers, appelés les hordes, les laissant mourir de faim. Face à cette injustice criante, la révolte murmure. Les paysans se rassemblent secrètement la nuit, loin du regard de Thibaut. Eudes et ton père y participent. Ce ne sont pas des paroles de révolution, mais des plaintes amères qui se transforment en projets désespérés. On parle d'aller chercher le grain directement dans les réserves du château. On évoque une jacquerie potentielle, un soulèvement paysan comme on en a entendu parler dans d'autres régions. Ces murmures t'effraient. Tu sais que la violence paysanne sera accueillie par la violence seigneuriale, qui sera 10 fois plus meurtrière. Les seigneurs ont les armures, les chevaux et les épées. Les paysans n'ont que des fourches et leur désespoir. Tu tentes de raisonner Eudes, mais la faim lui monte à la tête. Un quirky or fringe tidbit. Pour survivre à la famine, les paysans étaient parfois contraints de consommer des aliments de substitution incroyables et souvent toxiques. On ajoutait aux soupes de la farine d'os, des racines de fougère, voire de l'argile ou de la terre pour remplir l'estomac. Le pire était peut-être l'utilisation du grain contaminé par l'ergot du seigle, un champignon qui provoquait des hallucinations, des convulsions et des douleurs intenses, la fameuse maladie du feu sacré ou feu de Saint-Antoine. Le point de rupture est atteint. La nuit dernière, sous la pression de la faim, Eudes, ton père et quelques autres hommes se sont aventurés dans le bois seigneurial. Le bois, dont le seigneur a le monopole d'usage, le droit de chasse et de coupe. Ils ne cherchaient pas du gibier, ce serait le pire des crimes, mais simplement du bois mort pour se chauffer et faire cuire la maigre soupe de racines. C'est un vol mineur, motivé par la nécessité absolue. Au petit matin, Thibaut et 2 hommes d'armes à la solde du seigneur font irruption dans le village. Ils ont trouvé des traces. La tension est palpable, si épaisse qu'on pourrait la couper avec un couteau. Historians still argue whether les famines et les épidémies médiévales, bien que catastrophiques à court terme, ont paradoxalement pu améliorer la condition des paysans survivants à long terme en réduisant la pression démographique et en augmentant la valeur de la main-d'œuvre. Mais pour l'instant, tu n'es qu'une survivante affamée et tu ne vois aucune amélioration à l'horizon. La famine ne fait que rendre la révolte inévitable, sous une forme ou une autre. Les murmures de la révolte et la faim se taisent devant la punition du Seigneur, une démonstration de force dont le but n'est pas la justice, mais l'intimidation absolue. C'est l'aube, et la brutalité est immédiate. Thibaut, l'intendant, et ses hommes d'armes trouvent Eudes et ton père coupables d'avoir volé le bois mort dans la forêt seigneuriale.
C'est le prétexte qu'ils attendaient pour réaffirmer l'autorité du maître dans cette période de famine et de tension. Eudes est le premier visé. Il est traîné au centre du village, devant la petite mare boueuse et l'église, devant les yeux de toute la communauté terrorisée, y compris toi et tes enfants. Le Seigneur n'est même pas là. Il délègue l'ignominie à ses sbires. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la justice brutale, rapide, arbitraire et sans appel. C'est un spectacle mis en scène pour t'apprendre, à toi et aux autres, la signification de la terreur féodale. Eudes est attaché à un poteau. Thibaut, qui jouit visiblement de son pouvoir, lui lit une sentence incompréhensible, pleine de termes latins et de droits seigneuriaux. Mais le message est clair. C'est pour l'exemple. Le châtiment et la flagellation. Les coups pleuvent sur le dos d'Eudes, rapides et secs, portés par un homme d'armes impassible. Chaque coup est un déchirement, et le cri d'Eudes t'arrache l'âme. Tes enfants pleurent, tu les serres contre toi, les mains sur leurs oreilles, les forçant à regarder le sol. Mais toi, tu es incapable de détourner les yeux. Tu dois voir pour ne jamais oublier ce prix de la désobéissance. Ton père est également battu, bien que moins sévèrement, car il est plus âgé et l'exemple d'Eudes suffit. Après les coups, vient l'amende, une pénalité financière ou en nature que vous devrez payer pour racheter les hommes et éviter des représailles encore plus graves, comme la coupure d'une main ou le bannissement. Cette amende sera payée par ton maigre bétail survivant ou par des jours de corvée supplémentaires. C'est la double peine, la douleur et l'appauvrissement. C'est le concept du « tu paies en nature ou en douleur », mais dans tous les cas, tu paies. Un mainstream historical fact ici. La justice féodale était un élément clé du pouvoir seigneurial. Elle était souvent exercée au niveau local par le seigneur lui-même ou son intendant, le bailli ou le prévôt, et elle était caractérisée par son arbitraire et sa cruauté. Les punitions physiques publiques servaient d'outils de contrôle social, réaffirmant la supériorité des bellators, ceux qui combattent, sur les laborators, ceux qui travaillent. L'arbitraire de la justice est la chose la plus difficile à supporter. Il n'y a pas de loi écrite consultable, pas de juges impartiaux. La loi, c'est la volonté du Seigneur, et sa justice n'a pour seul objectif que de maintenir l'ordre et le rendement de ses terres. Tu te sens profondément humilié, non seulement pour la souffrance d'Eudes, mais parce que vous êtes traités comme des animaux. Après le départ de Thibaut et de ses hommes, la communauté se précipite pour s'occuper des blessés. Le dos d'Eudes est un tableau écarlate et tuméfié. Tu le ramènes à la chaumière. Tu soignes ses plaies avec de la graisse et des cataplasmes d'herbes désinfectantes, camomille et plantain, récoltés dans les champs. Il souffre, la fièvre monte, et il ne peut plus travailler. La punition a deux effets immédiats. Elle t'enseigne la peur et elle t'enseigne la nécessité. Tu comprends que la vie de tes enfants ne peut pas se dérouler ici. Tu ne peux pas laisser ton fils aîné, Pierre, grandir pour devenir lui aussi une victime de la cruauté du Seigneur. Tu as besoin d'un autre chemin pour lui. Une quirky or fringe tidbit que tu te rappelles avoir entendu au marché. Il existe des endroits appelés villes franches ou communes, où l'air rend libre. La coutume voulait que si un serf parvenait à vivre dans l'enceinte de ces villes pendant 1 an et 1 jour, sans être réclamé par son seigneur, il devenait un homme libre. C'est une porte de sortie minuscule, dangereuse, mais réelle. C'est un peu la clause de libération conditionnelle de l'époque, si tu peux rester caché assez longtemps.
Alors que tu éponges la fièvre sur le front d'Eudes, tu lui parles de la ville. Il secoue faiblement la tête. Lui est lié à cette terre. Il est trop vieux, trop blessé. Mais pour Pierre, historians still argue whether les seigneurs encourageaient ou décourageaient activement la fuite de leurs serfs vers les villes. Car si la perte de main-d'œuvre était dommageable, les seigneurs pouvaient parfois monétiser les taxes sur les fugitifs ou sur les villes elles-mêmes. Pour toi, c'est une question de vie ou de mort pour ton fils. Tu regardes Pierre, qui a vu son père se faire battre. Il est silencieux, un feu froid dans les yeux. Il ne sera jamais un homme docile. Ce soir-là, une décision fatidique est prise, motivée par le sang versé. La seule façon de briser le cycle est de pousser ton enfant à le fuir. La blessure d'Eudes n'est pas seulement physique, elle est un symbole sanglant de l'emprise du Seigneur. Pour toi, c'est l'étincelle de la rébellion. Le seul moyen de briser le cycle de la misère et de la soumission n'est pas de rester et de se battre, mais de s'enfuir. Tu ne peux pas le faire. Tu es attaché à cette terre et à tes plus jeunes enfants. Mais ton fils, Pierre, le survivant, peut. La décision est prise dans le secret et le silence de la chaumière, à la lueur d'une chandelle de suif. Il a 16 ans et il est fort. C'est lui qui doit tenter la fuite vers les franchises urbaines. Tu lui décris ce que tu as vu au marché. La ville grouillante, ces murs de pierre qui sont plus une protection contre les seigneurs qu'une simple fortification. Tu lui parles de la loi. L'air de la ville rend libre après 1 an et 1 jour de résidence sans être repris par l'homme du Seigneur. Un peu comme une garantie de remboursement sur ta liberté, mais avec un risque de mort si tu échoues. Tu lui donnes le peu que vous possédez, ce qui est le plus facile à cacher et à transporter. Une petite bourse contenant quelques deniers, des pièces de monnaie d'une valeur infime, mais cruciale pour la route, un couteau émoussé et une miche de pain cuite à la hâte. Tu lui rappelles de marcher de nuit, d'éviter les grands chemins et surtout de se méfier de tout homme d'armes qu'il pourrait croiser. Tu l'habilles de vêtements sales et usés pour qu'il ait l'air d'un mendiant, ce qui est moins suspect qu'un fugitif bien portant. Ton cœur se déchire, car tu sais que ce départ est un adieu. La possibilité qu'il soit rattrapé, battu, ou pire, pendu pour avoir déserté, est très réelle. Mais l'alternative, le voir se faire briser par la corvée comme son père, est insupportable. Eudes, toujours alité, est faible, mais il bénit son fils d'une voix rauque. Il sait que c'est le seul espoir de la lignée. Pierre te regarde, les yeux pleins d'une peur froide et d'une détermination nouvelle. Il te promet de ne jamais oublier d'où il vient et de revenir, un jour, libre, pour t'aider. Au milieu de la nuit, il se glisse hors de la chaumière. Tu le suis jusqu'à l'orée de la forêt, l'endroit même où son père a commis l'infraction qui a coûté tant. Tu lui donnes une dernière embrassade et il disparaît dans l'obscurité. Le silence qui s'installe après son départ est le plus lourd que tu aies jamais ressenti. Le lendemain, son absence est remarquée. Thibault arrive, soupçonneux, et vous interroge. Eudes et toi jouez la comédie, prétendant qu'il est allé chercher du travail saisonnier dans un village voisin. Mais Thibault sait. Il menace, jure, mais les hommes d'armes ne sont pas faciles à convaincre de se lancer dans une chasse à l'homme coûteuse pour un simple cerf, surtout si la famine sévit. La ville franche est loin. La recherche est brève et peu convaincante. Grâce soit rendue à l'indolence de l'intendant. Un des rares avantages à être peu important, c'est que la traque ne vaut pas toujours la peine d'être menée à bien.
Un mainstream historical fact ici. La montée en puissance des villes médiévales à partir du XIe siècle a créé une brèche significative dans le système féodal. L'attrait de la liberté personnelle, l'absence de corvées et d'obligations serviles, et des opportunités économiques dans les métiers urbains, artisanat, commerce, a provoqué un exode rural constant, affaiblissant le système de la tenure et obligeant parfois les seigneurs à alléger les charges pour retenir les serfs restants. Une quirky or fringe tidbit. Pour aider les fugitives, certaines communautés urbaines développaient des réseaux secrets d'entraide, leur trouvant un emploi immédiat et les cachant jusqu'à l'expiration du délai d'1 an et 1 jour. Ces réseaux étaient souvent sous la menace de l'autorité seigneuriale, mais reflétaient une solidarité émergente contre l'ordre établi. Tu dois maintenant travailler encore plus dur pour compenser l'absence de Pierre. Tes jeunes enfants, Simon et Héloïse, sont trop jeunes pour remplacer la force d'un homme. Le poids du labour retombe principalement sur toi. Tu prends la place de ton fils derrière la charrue, tiré par des bœufs squelettiques. Tu sens chaque muscle de ton corps crier vengeance. Historians still argue whether l'attraction urbaine était due principalement à la promesse de liberté, la fuite du servage, ou plutôt aux opportunités économiques que les villes offraient, notamment pendant les périodes de crise agricole. Pour toi, c'est la seule porte vers un avenir qui n'implique pas le fouet. Le départ de Pierre est un sacrifice. Il t'a volé ta force de travail pour l'instant, mais il a peut-être acheté votre liberté future. Tu te remets au travail sous le regard d'un Thibaut qui ne te fait plus confiance. La vie continue, mais avec un nouveau foyer vide et une espérance, fragile, qui s'est envolée vers la ville.